Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 9e épisode de Solo Leveling, saison 2. C'est parti. Quand je me suis mis devant cet épisode, je savais ce que j'allais découvrir. Et j'avais hâte de voir l'animation de cette scène émouvante qui conclura l'arc de la Tour des Enfers avec l'obtention de l'élixir de vie. Cet épisode est différent des autres de la série. Il a réussi à nous émouvoir, à nous partager des émotions et surtout nous rapprocher davantage de notre protagoniste pour lequel on s'attache de plus en plus au fil des épisodes. Mais les réjouissances ne sont que de courte durée, car on sait maintenant que le raid de l'île de Jeju est imminent et que cet épisode nous plonge progressivement dans l'un des tournants majeurs de Solo Leveling. Et ça c'est beau. Et alors dans cette vidéo, on va également parler de certains éléments qui ne se retrouvent pas dans l'animé et qui pourtant sont bien présents dans le livre et nous apportent même certains éléments un petit peu plus importants pour le développement de Jinwoo. Donc si toi aussi, tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur les pouvoirs actuels de Jinwoo avec les différents objets qu'il a pu recevoir à la mort de Baran et aussi tous ces personnages que l'on rencontre dans cet épisode, en savoir un petit peu plus sur eux, sur leurs pouvoirs, leur rang S, leur motivation. Et pour finir, ce fameux combat qui a au final amorcé cette idée de mettre les Japonais contre les Coréens dans le cas d'un entraînement, je t'invite à rester jusqu'au bout parce qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. On retrouve Jinwoo et Ezil après la mort de Baran. Et malgré la fatigue, on ressent une certaine excitation car Jinwoo a enfin récupéré l'ensemble des récompenses de la quête qui consistait à le tuer. Malgré de nombreux objets reçus, son attention se porte sur le sang purifié, qui était l'ingrédient manquant pour la recette de l'élixir de vie. La création de cette fiole et le nombre de fioles obtenues à sa suite dépend entièrement du niveau de Jinwoo en intelligence à ce moment-là, ce qui lui permet de créer 6 fioles de cet élixir. On sait grâce au livre que les 3 ingrédients nécessaires pour crafter cette fiole n'ont pas été utilisés à 100%. L'élément qu'il a pu recevoir sur l'un des boss au niveau 50 et 75, si tu te rappelles bien, qui était un bout de l'arbre divin, lui, il n'a pas été utilisé à 100% et c'est également le cas du sang purifié. Par contre, le dernier élément, lui, a été utilisé à 100%, donc il ne l'a plus en sa possession. Mais ça nous laisse comprendre que si Jinwoo avait eu plus d'intelligence au moment de ce craft, il aurait peut-être pu utiliser les 3 ingrédients à 100%, ce qui fait que les 6 fioles qu'il a récupérées, c'est peut-être rien du tout par rapport à ce qu'il aurait pu récupérer sur base de ces 3 éléments. Aussi, on peut voir qu'il obtient le 3e et dernier équipement qui lui permet de compléter la panoplie. Le 100% lui permet de bénéficier d'un bonus total de plus 15 dans chaque performance, en plus des effets individuels de chaque équipement, comme la chevalière, qui lui augmente sa perception et intelligence de 20 points supplémentaires. Le dernier objet reçu est cette rune qui lui débloque le pouvoir qui lui permet dès à présent de se TP et échanger sa position avec l'une de ses ombres. Ce pouvoir actuellement ne peut être utilisé qu'une fois toutes les 3 heures, mais ça lui permet de quitter facilement la Tour des Enfers et de retourner dans Séoul. Avant de revenir en Corée, on reste encore un tout petit peu dans cette tour parce qu'Iron va rapporter à Jinwoo la dépouille de Kaiselin, qui était la monture de Baran et qu'ils avaient décapité dans l'épisode précédent. Et comme on pouvait se l'imaginer dans notre review de la semaine passée, il n'y a pas la dénomination démon sur Kaiselin, ce qui fait que Jinwoo est totalement capable d'extraire l'ombre de Kaiselin et d'en faire l'une de ses ombres les plus stylées. Un dragon dans ses effectifs, c'est quand même pas n'importe quoi, et ça conclut en beauté, je trouve, cet arc de la Tour des Enfers avec Kaisel, la nouvelle ombre de Jinwoo. En tout cas, moi, ça deviendrait ma monture préférée à coup sûr. Un dragon. Et c'est d'ailleurs grâce à Kaisel qu'il va pouvoir arriver rapidement au chevet de sa mère à l'hôpital, pour nous proposer une magnifique séquence douce et prenante dans laquelle Jinwoo va pouvoir enfin réaliser ce qu'il espère depuis toujours, soigner sa mère. C'est avec fragilité et sensibilité que Jinwoo approche la fiole aux lèvres de la malade. Le stress mélangé à l'espoir et l'excitation font trembler les mains de Jinwoo qui se remémore l'ensemble de ses périples pour pouvoir arriver là où il en est aujourd'hui. Et cette séquence, elle est là quand même pour nous rappeler que Jinwoo, en fait, depuis le début, sa motivation lorsqu'il était rang E et qu'il rentrait dans les donjons et qui risquait sa vie au quotidien, ou encore sa volonté de vouloir s'améliorer au fur et à mesure lorsqu'il a eu l'acquisition du système, c'était et sera toujours de protéger sa famille, de venir en aide à sa sœur, aux besoins médicaux de sa mère, et aussi, le plus grand de ses rêves, d'un jour pouvoir soigner sa maman. Son rêve est sur le point de se réaliser, et l'animation nous marque ce magnifique moment avec l'arrivée d'une très belle musique qui nous plonge dans le cœur de Jinwoo. La fiole soigne totalement tout. Les pommettes creusées de la maman qui marquent les 4 années dans le coma, la brûlure que Jinwoo a fait à sa maman par accident lorsqu'il souhaitait simplement lui laver les cheveux étant petit, et surtout ce fameux sommeil éternel
qui jusqu'à présent n'avaient encore jamais été soignés. Et pendant quelques secondes, je trouve qu'on retrouve ce petit Jinwoo que l'on connaissait avant le double donjon, dans cette séquence où il a du mal à s'exprimer, que tout va bien, qu'il est content, parce qu'il tient la main de sa maman et qu'il est en pleurs. Cette séquence, elle m'a sincèrement touché et bouleversé. Les studios d'animation m'ont sincèrement étonné sur cette séquence, car ils nous ont jusqu'à présent toujours montré leur aisance dans les animations de combat, là où au contraire, ils approfondissaient moins les personnages à mes yeux. Ici, je dois dire que j'ai adoré cette séquence et qu'ils ont fait un super bon boulot, car encore une fois, ils ont pris certaines libertés comparées au manhwa, dans lequel on retrouve moins les émotions des retrouvailles et la fragilité de Jinwoo au retour de sa mère. Ce qui n'empêche qu'avec Dan 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 et la fameuse séquence de la danseuse, il faut dire que les séquences d'émotion dans les mangas, les exigences ont un petit peu été élevées. Et cette séquence de la danseuse dans Dan Dan Dan, elle est géniale. Après tant de périples et d'aventures, Jinwoo arrive enfin à ses fins, et permet à sa famille de se retrouver enfin et de revivre comme si de rien n'était. Seulement, malgré ce sentiment d'accomplissement, Jinwoo y sent une certaine distance. Il n'est plus le même qu'avant. Il est chasseur et traîne derrière lui des responsabilités qui pourraient nuire à ses proches. Mais pas le temps de se réjouir davantage qu'il est convié chez le président Go pour discuter de ce fameux raid de Jeju. En effet, depuis le dernier épisode, on nous montre les préparations à ce raid, les réunions, la politique, les plans d'attaque, et cet épisode reste dans cette veine et nous explique comment le président Go va impliquer ses troupes. Donc le plan reste assez similaire. Les 6 rangs S de Corée ils vont être amenés à rentrer directement dans la fourmilière pour aller vaincre la reine. Pendant ce temps-là, les rangs S japonais, eux, vont être sur les extérieurs pour s'occuper de tous les soldats fourmis qu'ils pourront rencontrer. On sait aussi grâce au livre que les Japonais vont amener une sorte de brouilleur qui empêchera en fait les fourmis de communiquer entre elles. Et donc les fourmis qui vont être à l'intérieur et qui vont protéger la reine ne vont pas pouvoir prévenir les fourmis à l'extérieur qu'il y a des chasseurs qui sont à l'intérieur. Et éviter ainsi que les fourmis de l'extérieur viennent complètement refermer un piège sur les chasseurs de rang S de Corée. Et pour finir, le président Go va aussi solliciter tous les chasseurs de rang inférieur de Corée, donc de A jusqu'à E, pour venir en aide et surtout protéger la population coréenne dans l'éventualité où le raid ne se passe pas comme prévu et que les fourmis en fait décident d'aller attaquer l'autre rive et donc d'attaquer la Corée et éventuellement le Japon. Vient donc la question fatidique du président qui demande à Jinwoo s'il sera de la partie. Et avant même qu'il puisse répondre, il sent une puissance phénoménale et apprend par le président que l'ensemble des chasseurs de rang S s'entraînent actuellement dans le bâtiment. Je sais pas ce que t'en penses, mais lorsque le président Go lui demande s'il sera de la partie pour le raid de Jeju, on sent que sa réponse n'était pas forcément sûre et que ça pourrait être un non, et qu'il décide de pas participer au raid de Jeju. Et quoi qu'il en soit, on saura sûrement sa réponse dans le prochain épisode. En parlant d'épisode, celui-ci nous introduit quand même un festival de rang S et même un rang nation, Thomas André, le rang nation américain. Et donc il s'agit de ce fameux rang nation dont je t'ai parlé la review précédente. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur sa présence en Corée à ce moment-là, qui n'est absolument pas pour le raid de Jeju, je t'invite à aller voir la review de la semaine passée. Je te donne un petit peu plus d'informations là-dessus. On nous introduit également un nouveau rang S de Corée qui s'appelle Min et qui est guérisseur. Vu sa proximité avec Baek, on comprend que c'est un compagnon d'armes avec qui il a vécu également une atrocité lors du premier raid de Jeju, dans lequel ils ont perdu tous les deux un ami très cher qui lui aussi était de rang S. On rencontre également ce chasseur contre lequel Baek s'entraîne, et malgré le fait qu'il semble contrôler le combat, Choi nous explique que si Baek se donnait à fond, il ne ferait qu'une bouchée de son adversaire, mais que celui-ci évite de se montrer en public car lorsqu'il se lâche, il se transforme physiquement en bête. On retrouve aussi Shae-in en compagnie du maître de la guilde des faucheurs, que l'on a déjà vu dans les épisodes précédents, et surtout, on fait la rencontre des fameux 10 rangs S japonais qui rentrent à ce moment dans le gymnase. On sent que la rencontre entre les Japonais et les Coréens n'est pas si amicale que ça et qu'il y a une certaine tension qui s'installe, surtout que les Japonais ils semblent un petit peu prendre de haut le niveau et les effectifs coréens. Mais Goto, le maître de la guilde japonaise, sent dans les rangs coréens un certain élément bien plus puissant. Le livre nous focus alors sur Shae-in et le président. Il sent également la présence de Jinwoo, et Goto se rend compte de la puissance de notre héros, qu'il va alors catégoriser comme assassin. Et donc même si on lui dit que Jinwoo est magicien, il ne faut pas oublier qu'à ses débuts, lorsque Jinwoo commençait à s'entraîner avec le système, la classe d'assassin était une classe qui correspondait beaucoup plus à la manière de fonctionner de Jinwoo. Donc Goto, au final, il n'a pas 100% tort lorsqu'il pense que Jinwoo est un assassin et montre encore une fois peut-être les pouvoirs sensoriels de ce personnage. En parlant de talents sensoriels, on sait aussi dans le livre qu'un des rangs S japonais possède des dons similaires à ceux de Cha.
Il s'en rend d'ailleurs compte en voyant Shaiin porter un mouchoir à son nez et nous informe que la présence de tous ces rangs S lui donne la nausée. Et pour finir avec les éléments que le livre nous apporte, on fait la rencontre du maître de la 5e guilde de Corée, qui est lui de rang A et qui se chamaille avec la rang A interprète de Goto. Se sentant sous-estimé par celle-ci, il la provoque et cet échange se finit en duel dans lequel le Coréen montre que son rang A ne l'empêche pas d'être un adversaire redoutable et attrape le poignet de la japonaise en quelques secondes. Et dans le livre, c'est d'ailleurs ce combat qui va faire émerger l'idée de se battre entre rang S japonais et coréen dans le but de développer une certaine confiance entre les deux équipes et de voir un petit peu les niveaux de chacun. Et c'est d'ailleurs comme cela que l'on arrive au combat entre nos 4 rangs S coréens et les 4 rangs S japonais. Même si les ambitions de ce combat restent amicales et dans le but de développer une certaine confiance, de montrer ses pouvoirs et tout ça, il ne faut pas oublier que les chasseurs de rang S, depuis le début de cette saison 2, nous montrent une certaine part d'excentricité. Et on sait aussi que quand il est question de montrer sa puissance ou de savoir qui est le plus fort entre l'un ou l'autre, ils sont quand même capables de beaucoup de choses et de perdre peut-être un petit peu le contrôle de soi. Ce qui nous promet quand même pour l'épisode prochain un combat sensationnel dans lequel on aimerait bien savoir qui va s'en sortir vainqueur. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et puis gardons un petit peu à l'esprit que Goto, il semble pas vouloir prendre part à ce combat et que sa petite altercation avec Jinwoo, là, cette fameuse séquence où on les voit se regarder, peut peut-être présager beaucoup de choses que l'épisode n'a peut-être pas voulu nous montrer. Vivement samedi prochain. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura permis d'apprendre certaines choses en plus que tu ne savais peut-être pas. L'arc de Jeju, on est en plein dedans. J'ai vraiment hâte de voir cet épisode 10 et je suis très curieux de voir si cet épisode 11 et cet épisode 12 seront réellement des épisodes d'1 heure comme j'ai pu vous en parler dans une de nos anciennes reviews où j'avais vu cette information. Ce serait exceptionnel parce que l'arc de Jeju a vraiment besoin, je pense, de ce temps-là pour être développé comme il faut. Il va se passer plein de choses. C'est ultra important pour le développement de notre personnage et également le développement de l'histoire de Solo Leveling. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec vous dans les semaines qui arrivent. Tous les mercredis à 20 h, on se fait une review de Solo Leveling. Donc si tu souhaites me soutenir dans la création de contenu autour de Solo Leveling ou de contenus musicaux, de serveurs Minecraft comme on le fait là pour l'instant, pense vraiment à t'abonner, c'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir et ça soutient énormément ce projet que j'essaye de lancer maintenant depuis 2 mois. En tout cas, d'ici mercredi prochain, moi je te fais des gros bisous, prends soin de toi, je te dis à très vite, au revoir.